On est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Laurent, toi qui es un peu ce que Robin des Bois fut à la rapine, le défenseur des petits porteurs, tu nous apprends aujourd'hui, ou de Lali, que même dans le Web3, nos placements que l'on croyait protégés comme jamais, eh bien sont aussi vulnérables que dans la forêt de Sherwood. Et oui, en 2021, les pirates électroniques et autres scammers ont raflé 15 milliards de dollars sur les différentes blockchains. Récemment, 5 jeunes Français ont été mis en examen pour avoir dérobé des jetons non fongibles, les fameux NFT, pour une valeur de 2,5 millions de dollars. Alors, inviolable le Web3, mon œil. En effet, rien ne déroge à la malhonnêteté des êtres humains. C'est comme ça. La. De tout temps, les gangsters ont existé, à l'Antiquité comme au Moyen-Âge, du temps de la ruée vers l'or en passant par l'âge d'or des braqueurs de banque. Les Jack Messrine et Clyde Barrow, Bonnie Parker, Jesse James, Jerome Kerviel ou Saddam Hussein nous ont dépouillés. Saddam ayant même réussi le tour de force de siphonner la banque centrale de son propre pays en faisant charger 1 milliard de dollars dans des camions, 22 tonnes de billets de banque. C'est pas super discret. Moins que des NFT, c'est sûr. L'époque de la ruée vers l'or au milieu du 19e siècle est largement documentée dans les films de la moitié du 20e. On y vivait dans le Far West, une frontière hostile et peu peuplée, et ça je vous l'ai pas déjà dit, dans un état d'anarchie quasi totale, patrouillé par des hors-la-loi, des shérifs et de nombreux autres flingueurs de tous acabits. À tester pour ton samedi après-midi. Au XXe siècle, les hors-la-loi deviennent des gangsters, se procurent des bagnoles et pratiquent le hold-up. Albert Spaggiari, Tony Musulin ou Jacques Messrine, bien sûr, figurent parmi les champions français de la discipline. John Dillinger, Bonnie Parker et Clyde Barrow trônent au sommet des légendes chez les Américains. Dans une mise en abîme digne d'Agatha Christie, des kidams sans scrupules exposèrent à travers tout le pays des faux modèles de Ford d'or 1934 décorés de trous de balles, censés être la carcasse du véhicule original dans lequel le couple le plus célèbre de criminels fut assassiné, mitraillé par le FBI. Là où il y a du profit, il y a de la fraude, dira plus tard Brian Grimm, un directeur de musée automobile. Oui, là c'est moins violent. On passe au chapitre arnaque dans l'abécédaire du vol. Oui, mais j'y reviendrai. Pour le moment, détends-toi et laisse-toi guider dans ma fresque rocambolesque du banditisme. Dans le Los Angeles des années 1990, le vol est tellement courant qu'il nous vaut une scène d'anthologie dans le film LA Story. D'un côté du distributeur de billets, une longue file de citoyens ordinaires qui viennent retirer du cash. De l'autre côté, une queue de braqueurs à main armée qui les détrousse immédiatement. « Salut, je suis Bob, ton voleur », dit le type à casquette de pirate. « Salut, ça va ?» lui répond Steve Martin en lui tendant naturellement ses bifetons. « Merci beaucoup », répond Casquette en s'éloignant et en rangeant son flingue. « C'est monnaie courante, si tu me permets l'expression. » Et nous voilà rendus en 2021. Les pirates, avec ou sans casquette, du Web3 ont donc... La réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste est... 42. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique ? Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech dans nos sociétés. Vous savez, dans Trench Tech, on adore faire référence aux grands penseurs des sciences et de la philosophie. Alors aujourd'hui, pour notre sujet du jour, je veux invoquer ici les plus grands philosophes nantais des années 80 et 90. Oui, j'ai nommé Elmer Footbeat. Le quantique, c'est fantastique. Le silicium, super fort. Nous l'affirmons sans complexe. Nous sommes adeptes de la tech. N'importe quoi. Ah, vous voulez pas vu venir celle-là. Bon, au prochain épisode, je vous chanterai Daniela si vous êtes sage. Ah non, pas sûr. Bon. Alors voilà, notre refrain du jour est posé. On va parler quantique. Surtout, ne vous inquiétez pas. Restez avec nous. Il n'est pas nécessaire de ressortir vos vieux grimoires de physique, ni de préparer un paracétamol préventif. On a l'homme de la situation en la personne d'Olivier Ezrati. La question centrale de l'émission qu'on va voir avec lui, où en est l'ordinateur quantique dont on nous rebat les oreilles dans les médiathèques ? À quoi il sert ? Comment il marche ? Il fonctionne vraiment d'ailleurs ? Et aussi, est-ce que l'ordinateur quantique va vraiment reléguer nos machines actuelles au rang d'ordinateur antique ? Vous le savez, on lui prête les pouvoirs les plus fous, résoudre la crise climatique, transformer les maladies les plus graves en petits rhumes. Il fait l'objet de toutes les rumeurs et d'une course technologique à l'échelle mondiale. Alors, il est plus que jamais urgent de nous poser une petite heure pour exercer notre esprit critique pour ce bouillant sujet de l'ordinateur quantique.
Au programme de cet épisode, un warm-up pour poser le débat entre nous avec Cyril et Thibaut, les deux marrants que vous avez entendus tout à l'heure. Salut. Le grand entretien avec Olivier Ezrati, avec qui nous filerons nos échanges sur 3 thèmes. 1. C'est quoi un ordinateur quantique ? Deuxième thème, quels en sont les grands défis pour permettre sa généralisation ? Nous parlerons aussi du quantique au cœur des enjeux stratégiques et géopolitiques. Bien sûr, vous retrouverez les chroniques inspirantes de Fabienne Billa avec le Patch Tech et de Laurent Guérin avec un moment d'égarement. Enfin, on prendra le temps de débriefer entre nous pour fixer avec vous les idées clés de cet épisode. Il est donc maintenant l'heure du warm-up. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh bien, merci Mick pour cette formidable intro. Bonjour Incroyable. Mick, bonjour Thibaut. Salut. Nous voilà donc réunis pour non pas parler d'Elmer Footbeat ni d'Elmer Qubit. Elmer Qubit. Elle est pas mal celle-là aussi. Hein. Ouais, d'ailleurs, je suis désolé, mais la rêve que j'ai prise avec Elmer, j'avoue que peut-être que tout le monde ne l'a pas. Ne Les l'aura plus pas. jeunes ne l'ont peut-être pas non plus. Si vous ne l'avez pas, Peut-être même parmi les plus vieux. Bon. allez écouter l'album 30 cm d'Elmer Footbeat. Ça va Voilà. évoquer quelques Donc, autres sujets. ça, c'est fait. Alors, ce n'est pas un épisode sur Elmer Non. Footbeat, on est d'accord. Mais sur l'ordinateur quantique, on va donc s'attaquer à un Everest, hein, parce que moi, je sais pas vous, Ouais. mais les matières scientifiques, c'était pas trop ma came quand j'étais au collège, au lycée, j'étais une bille en maths et le reste. Néanmoins, il y a un truc extraordinaire qui se passe avec Olivier Ezrati, c'est que si on prend le temps de l'écouter, parce qu'il a quand même un débit de mitraillette, et ben on comprend plein de choses. Et ça, c'est génial. C'est un sujet qui fait un peu peur, moi je trouve, le quantique, justement à cause de ça. Je suis pas sûr que tout le monde, pour ceux qui auront cliqué du moins, se disent ah ouais, le quantique, super, c'est sexy, etc. Et puis je vais tout comprendre. Je sais pas comment vous l'abordez vous. Alors, moi, il y a plusieurs points sur le quantique, effectivement. Alors moi, à l'inverse, les maths, c'était un peu mon truc et j'aimais bien, mais j'aime pas trop la physique. Ouais. Bah, tant qu'on peut. Mais effectivement, enfin, j'ai eu le plaisir ou pas d'ailleurs de faire pas mal de littérature ou de lire pas mal de choses sur ce sujet-là. Et c'est vrai que moi, il y a un concept qui me perturbe, c'est quand on est capable d'être à 2 endroits en même temps. Et c'est un peu le principe du quantique, c'est d'être à 2 endroits en même temps. Et la deuxième question que je me pose, c'est le côté pharmacone. Tu sais, on y revient tout le temps, on y revient à chaque fois, mais est-ce que finalement ça serait pas le quantique est-ce qu'on n'aurait pas, à la force de rechercher justement cet ordinateur quantique, est-ce qu'on ferait pas en train de créer le futur Sky? Bah, en tout cas, la réponse est toujours 42. On l'a dit. 42, ouais, c'est clair. Ça, on l'aura vu dans l'intro. Bon, on peut lire tout et n'importe quoi aussi sur le quantique. C'est ça qui est assez dingue. Donc, je lisais encore hier que certains nous prédisent que l'ordinateur quantique pourrait être opérationnel d'ici 2040. Et puis, on voit en même temps que la recherche est très forte. Certains déclarent, alors j'ai vu 3 grandes déclarations de Google, de la Chine et une 3e d'IBM avec le programme Eagle qui affirme avoir mis au point des ordinateurs quantiques et avoir atteint ce qu'ils appellent, attendez messieurs, le terme j'adore, la suprématie quantique. Wow. Tout ça fait partie de l'attirail de com et de marketing, y compris sur les sujets liés à l'IA, et on verra que forcément le machine learning, l'IA sera probablement impacté très fortement par les capacités quantiques. Toi, tu dis que tu as lu un papier hier qui dit que l'ordinateur quantique sera disponible en 2040. Moi, j'ai lu un papier hier qui date de 2018 sur le site de Microsoft qui annonçait l'ordinateur quantique disponible dans 5 ans, c'est-à-dire en 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Mais on reviendra sur ces notions avec Olivier, parce qu'en plus, Olivier a lui-même commis des papiers sur ce même site de Microsoft que j'ai lu attentivement. Mais on reviendra sur ce point-là. Il y aura pas mal de sujets à voir. Je vais revenir sur ce terme de suprématie quantique. Moi, ça me fait totalement rêver cette histoire de suprémaciste là. Ça veut dire quoi la suprématie quantique? Alors d'abord, c'est un terme marketing, hein, il faut bien le dire. Mais c'est le moment où un ordinateur quantique est capable de résoudre un problème qui jusque-là était totalement impossible à régler avec un ordinateur ou avec des solutions antiques. Donc, antique et quantique. Oui, ça t'aimes bien les jeux de mots. Hein, j'aime bien quantique, tout ça, Elmer Qubit, ouais. Bon, après, il faut quand même aussi qu'on relativise, parce qu'en France, on n'est quand même pas à la traîne pour une fois sur ce sujet-là. Et on a d'ailleurs le dernier prix Nobel de physique quantique qui est français. Bah oui, avec lequel travaille Olivier. Et voilà. Alain Aspect.
On reviendra sur lui, je pense. Tout à fait. Et on a également pas mal de startups qui travaillent sur pas mal de domaines du quantique. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a à peu près 5 niveaux sur le quantique. On en couvre 4 avec nos startups. Et notamment, on peut parler d'Alice et Bob, la startup française qui a levé 27 millions d'euros, en l'occurrence. Donc, on n'est quand même pas si à la traîne pour une fois sur une technologie nouvelle. Alors, pas si à la traîne, on le verra. On pourra aussi l'évoquer par rapport aux investissements. Il y a un grand plan en France qui a doté le quantique d'à peu près 2 milliards d'euros, sachant que la Chine, alors c'est un peu plus flou, mais aurait déjà investi plus de 10 milliards sur le sujet. Donc c'est sûr qu'il y a aussi une course non seulement à la recherche avec des startups, avec des deep tech, mais aussi une course, à l'armement, entre guillemets, quantique, en tout cas une course technologique très très forte entre grandes nations technologiques. Cette course à la puissance technologique, c'est vrai qu'on l'aborde assez souvent. On a abordé dans d'autres épisodes les enjeux géopolitiques et autres. C'est vrai que là, si le quantique s'avère être, en tout cas l'informatique quantique s'avère être une espèce d'armageddon technologique en matière de recherche, et puis on abordera d'ailleurs les différents cas d'usage avec Olivier parce que c'est important de pouvoir se projeter. Si alors c'est donc un armageddon technologique en quelque sorte, il y a un enjeu politique et géopolitique majeur, encore une fois, dans ce sujet. Merci messieurs, on a abordé les différents points qui nous tracassent et qu'on va vouloir explorer avec Olivier. Maintenant, on va accueillir Olivier. On me fait signe qu'il est arrivé. Bonjour Olivier. Salut, bonjour Cyril, bonjour les autres. Bonjour les autres. On se tutoie Olivier, c'est OK pour toi ? Ah bah, je tutoie tout le monde. Ouais. Super. Donc tu es consultant et auteur spécialisé en technologie quantique. Tu es notamment l'auteur de l'ouvrage de référence Comprendre les technologies quantiques, ou en anglais dans le texte Understanding Quantum Technologies. Oh yeah, yeah. plus de 1000 pages. Faut se les envoyer quand même. Mais t'es le spécialiste, parce qu'on se souvient tous de ton rapport du CES annuel, etc. Plus de 1000 pages à s'envoyer, diffusées en open source. Ça, bravo, merci pour ça. Et en français et en anglais. Et l'édition 2022 vient d'ailleurs tout juste de paraître, n'est-ce pas ? Je corrige, les 2 dernières éditions, 2021 et 2022, ne sont qu'en anglais. J'étais en français jusqu'à 2020, mais je ne gère pas 2 langues en parallèle. Il n'y a pas d'IA suffisamment sophistiquée aujourd'hui qui sait gérer un bouquin de 1000 pages en 2 langues en même temps. Écoute, je suis un petit peu déçu parce que justement, la superposition du quantique, là je suis un petit peu déçu. Ça ne marche pas encore. Bon, tu as lancé en août 2022 la Quantum Energy Initiative avec Alexia Ofev du CNRS Majul de Singapour et Robert Whitney du CNRS LPMMC Grenoble. Tu interviens aussi dans plusieurs écoles sur ces sujets. Tu es une personne évidemment extrêmement qualifiée et tu es une personnalité qualifiée pour le programme France 2030. On peut, pour conclure, aussi dire que le quantique n'est pas ta seule bataille, puisque auparavant, tu t'étais investi avec la même énergie sur les sujets de l'IA ou de l'innovation pour les startups. Et on a déjà fait mention, entre autres, de ton fameux rapport du CES. C'est un véritable plaisir, Olivier. On se côtoie depuis quelques années maintenant. C'est un vrai kiff de te recevoir. Merci d'être parmi nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Eh ben c'est parti alors. On lance le grand entretien et on va aborder tout de suite une question clé pour la suite. C'est quoi un ordinateur quantique ? French Tech, esprit critique pour Tech Critique. Olivier, on a un challenge pour toi. Ça va être très simple. Sans entrer dans des considérations trop techniques et en moins d'1 minute 30, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre un ordinateur quantique et un ordinateur traditionnel ? Alors d'abord, c'est une promesse et une conjecture, l'ordinateur quantique, parce que ça n'existe pas encore, en tout cas à l'échelle de la promesse. La promesse, c'est de permettre de réaliser des calculs scientifiques qui sont inaccessibles à des ordinateurs classiques. Et ça correspond à ce qu'on appelle les problèmes exponentiels ou intractables. Ça, c'est des mathématiques. C'est des problèmes, en gros, de combinatoire ou des problèmes d'optimisation qui sont tellement compliqués à résoudre que les machines classiques, même les plus gros supercalculateurs, ne pourraient pas traiter. Donc, la promesse de l'ordinateur quantique, c'est de traiter ces problèmes-là. On verra peut-être les cas d'usage après. Il y en a dans la chimie, dans la biologie, dans la santé, dans l'opération des entreprises, dans les usines, dans les transports, dans la logistique, dans la finance. Il y en a dans tout un tas de domaines. Alors pourquoi c'est une promesse ? Comment il s'y prend l'ordinateur quantique ? Je disais qu'il y a une métaphore qu'on utilise tout le temps avec... Non, mais il faut quand même qu'on moi j'ai la métaphore peu... du labyrinthe en tête, où un ordinateur qui chercherait à se sortir d'un labyrinthe, il testerait tous les chemins jusqu'à tomber sur le bon, alors qu'un ordinateur quantique arriverait à avoir une vision globale de tout le labyrinthe pour directement s'orienter. C'est une métaphore, Alors je ne vais pas rentrer forcément dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais l'ordinateur quantique, comme il est quantique, il s'appuie sur des principes de base de la physique quantique, notamment la
superposition et l'intrication, c'est deux choses difficiles à expliquer quand on n'a pas le temps. Grâce à ça, on arrive effectivement à manipuler un espace de travail mathématique qui est beaucoup plus grand que dans un ordinateur classique, qui croît de manière exponentielle avec le nombre de ces fameux qubits, qui sont les objets quantiques de base qu'on manipule. Et grâce à ça, on est capable effectivement, par des mécanismes assez contre-intuitifs, qui sont plutôt analogiques, qui rappellent plutôt l'électronique analogique pour ceux qui en ont fait, en gérant des interférences, des mécanismes de ce type-là, on est capable d'aller plus vite trouver une solution à un problème compliqué d'optimisation qu'un ordinateur classique qu'on programme de manière procédurale classique. Voilà, alors justement, même s'il est très compliqué, sans doute, d'expliquer finement la superposition, entre autres, et l'intrication, mais sur la superposition, pour qu'on comprenne bien, un ordinateur standard aujourd'hui, binaire, 0, 1, il va effectuer des opérations les unes après les autres, et ce principe de superposition, c'est donc que l'ordinateur quantique, va permettre de faire toutes ces opérations en même temps. C'est bien ça qu'il faut comprendre? Le en même temps macronien du quantique est compliqué à expliquer parce qu'en fait, c'est pas tout à fait. Le en même temps est pas si rapide que ça. En fait, on imagine que on fait tout instantanément, alors que c'est pas vrai. L'ordinateur quantique, en tout cas les principaux ordinateurs quantiques d'aujourd'hui, on les programme de manière séquentielle. On leur envoie des opérations à la suite les unes des autres. Alors, on manipule un espace de travail mathématique qui est très grand, ce qui permet effectivement de paralléliser les traitements, mais on est quand même obligé de faire des opérations à la suite. Alors, ce qui compte, c'est que le nombre d'opérations soit moins important que le nombre d'opérations équivalentes sur un ordinateur classique pour résoudre le même problème. D'accord, il prend des raccourcis, quoi. Voilà, pour faire des raccourcis, pour aller plus vite. Alors, le principe de base, c'est qu'on s'appuie sur des objets physiques qui sont en général des électrons qu'on piège, des atomes qu'on est capable de piéger, voire des photons dont on est capable de maîtriser les états, les polarisations par exemple, et en maîtrisant ces objets quantiques qui effectivement sont capables de superposer deux états simultanément, on est capable de gérer une information qui est plus riche. C'est ça le principe. D'accord. Mais donc... Moi j'aime bien expliquer ça mathématiquement à des développeurs, sans parler de physique quantique. L'espace de travail qu'on manipule quand on a un certain nombre de qubits, qu'on va appeler n, comme en mathématiques, c'est un espace de travail qui est équivalent à 2 puissance n nombres complexes, c'est-à-dire 2 puissance n paires de nombres flottants ou de nombres réels. Donc, c'est un espace de travail qu'on manipule avec des portes quantiques qui sont des opérations sur cet espace de calcul et qui permet, sur le papier, d'aller plus vite. Alors après, on discutera du pourquoi on n'y est pas encore, parce que c'est une promesse pour l'instant, pour faire des choses utiles. Alors, on a un peu l'impression que le quantique, c'est aussi une nouvelle vitesse phénoménale. On a envie de comparer le guépard avec l'escargot de notre ordinateur actuel, on pourrait dire. C'est juste cette métaphore et de se dire le quantique, c'est surtout beaucoup de puissance en plus. Sur le papier, ce serait beaucoup de puissance en plus, mais pas forcément instantané. Très souvent, la littérature grand public explique qu'on va remplacer un calcul très compliqué en un truc qui est fait instantanément en temps réel. En fait, je connais très très peu d'algorithmes quantiques qui marchent en temps réel. La plupart des algorithmes quantiques durent au minimum plusieurs secondes pour être calculés, et si c'est pas, dans certains cas, des heures. Et des heures, pas forcément sur les machines d'aujourd'hui, des heures sur des machines de dans 10 à 20 ans ou 30 ans, dont on n'est même pas sûr qu'on pourra les construire. Donc en fait, il n'y a pas de temps réel. Pourquoi ? Parce que le problème est très compliqué ou mal adapté au quantique ? Le quantique, il a ceci de paradoxal, c'est qu'il est à la fois lent et rapide. Il est rapide parce que sur le papier, il va permettre de paralléliser certains types de traitements grâce à cette superposition et cette combinatoire mathématique qu'on manipule, mais il est lent parce qu'on manipule ces objets quantiques avec ce qu'on appelle des portes quantiques qui reposent sur des opérations électroniques à base de micro-ondes ou à base de laser, et ces opérations ne sont pas très très rapides en fait par rapport à la vitesse à 3 à 4 GHz d'un processeur actuel. Donc en fait, c'est ça demande quand même des propriétés et des actions physiques en fait. C'est-à-dire que les actions physiques qui manipulent les qubits dans l'ordinateur sont pas très rapides comparativement aux ordinateurs existants, mais comme on parallélise beaucoup, on est censé se rattraper sur la parallélisation. C'est ça l'idée. Okay. Sans rentrer dans trop de techniques, encore une fois, et de mécanique, mais pour nous aider à visualiser, on voit à peu près tous, le commun des mortels, comment est fabriqué un ordinateur, ce qu'il a un peu dans le ventre. Là, quand tu nous parles on descend au niveau presque du photon parfois, etc. Pour moi, ça reste très cryptique et j'ai du mal à visualiser ce qu'il y a à l'intérieur de la bestiole, tu vois. Ça se passe comment ? On reste quand même sur des trucs à base de silicium et autres. C'est encore de la technologie avec des transistors sur les chipsets. Comment ça marche ? Alors, j'ai 3 éléments de réponse. Le premier, RTFM. Ah, merci. Merci pour ça. C'est le nom d'une radio, ça, non ? Mais voilà, lisez mon bouquin, c'est expliqué dedans. Deuxième élément de réponse, il n'y a pas un ordinateur quantique, il y a au moins une dizaine de types d'ordinateurs différents qui sont tous, très différents les uns des autres. Un ordinateur à base de qubits supraconducteurs n'a rien à voir avec un ordinateur à base d'atomes froids,
ou à base de photons. Déjà, ils sont pas pareils. Alors, je vais te prendre un exemple qui est celui d'IBM. Yes. Ou d'Alice & Bob en France, qui est une technologie voisine, pour parler de boîtes françaises. Ces ordinateurs-là, ils combinent en fait 4 composantes principales. Il y a une première composante qui est une puce, qui est faite avec des semi-conducteurs en général. Alors, c'est fait avec du silicium, avec de l'aluminium, avec différents matériaux, mais c'est une puce qui ressemble de près à une puce d'ordinateur classique. Okay. Cette puce, en général, elle est mise dans un cryostat, c'est-à-dire un système qui va refroidir la puce à une très basse température. Mais genre 15 millikelvin ou 1 Kelvin, c'est-à-dire une température qui est proche du zéro absolu. Oui, c'est ça. Qui est plus froide que l'espace intersidéral, donc c'est très très froid. Ça, c'est mis dans un espèce d'énorme cylindre qui fait en général 60 cm de diamètre et 1m20, 1m50 de haut, qui est refroidi par des tuyaux qui font circuler de l'hélium dedans, et qu'on retrouve aussi dans l'accélérateur de particules du CERN ou à Caradage pour ITER, pour faire de la fusion nucléaire, mais en plus petit format. Et tout ça, c'est contrôlé par des lignes de courant électrique qui arrivent dans le cryostat par l'extérieur, qui envoient des espèces de pulsations micro-ondes dans des câbles coaxiaux. Et cette électronique de contrôle qui sert à piloter les qubits, elle est même pilotée par un ordinateur normal. Ouais, donc on n'est pas prêt d'avoir un ordinateur quantique. Et là, tu nous éloignes chez nous. sacrément du virtuel. Ouais. Hein. C'est pas virtuel du tout. Alors, l'ordinateur quantique, ce type d'ordinateur quantique, il occupe en gros un cube qui fait à peu près 3 mètres de côté. C'est un peu le retour. Mais c'est pas si gros que ça. Hein. Mais c'est pas si gros que ça. Hein. C'est le retour à l'ordinateur d'antan qui occupait une pièce de 20 mètres carrés, quoi. Je suis désolé, t'as déjà visité un data center dans le cloud? Il n'y en a pas qu'un. Un data center, si tu compares un data center avec un ordinateur quantique, c'est l'équivalent de 6 à 8 racks à peu près, tu vois, en termes de taille. D'accord. Alors, ça, je te prends le cas d'IBM. Proportionnellement, c'est ton iPhone. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est fait pour être plutôt du côté du data center que de ton smartphone. Et tu peux l'utiliser potentiellement à distance. Par contre, si tu prends un ordinateur à base de photons, il va potentiellement prendre moins de place. Candela, qui est une start-up française dans le domaine, elle fait tout rentrer dans un seul rack aujourd'hui. C'est justement, du coup, quels sont les usages attendus sur le quantique? Enfin, qu'est-ce qu'on essaye d'y faire? Parce que les usages, déjà, quoi ne consistent pas à remplacer des machines existantes. Donc, ça ne va pas remplacer les serveurs du cloud, ça ne va pas remplacer les serveurs qui font du mail, du jeu vidéo, de la compta, de la gestion, du SAP, de la CAO. Tout ça, ça continuera à tourner sur des machines classiques. Donc là, on était plutôt du côté du fantasme que ça allait remplacer tout et que c'était l'outil du futur. Oui. Ça ne remplace pas l'existant. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je considère que ça n'est pas une révolution schumpeterienne d'un point de vue économique, parce que ça ne remplace pas un existant, ça le complète. Schumpeter, juste pour nos auditeurs, hein, la destruction créatrice. Ce que tu détruis ouvre la porte à d'autres trucs. Voilà, ça n'est pas la destruction créatrice, parce que le quantique ne va pas détruire l'existant. Il va pas annihiler un existant. Il va rajouter quand il marchera, parce qu'il marche pas encore, mais il va rajouter potentiellement une capacité de calcul qu'on n'a pas aujourd'hui, pour résoudre des problèmes qui sont difficiles d'accès donc aux supercalculateurs d'aujourd'hui. Et quand je dis supercalculateurs, c'est des machines qui consomment 20 mégawatts, qui occupent 500 mètres carrés dans des salles machines. Il y en a quelques-uns en France comme ça. Et l'idée, c'est de résoudre des problèmes plutôt dans un premier temps pour les scientifiques, typiquement simulation chimique, capable de création, potentiellement d'inventer de nouveaux médicaments, potentiellement, parce qu'on n'y est pas encore. Ça peut être de résoudre certains problèmes d'amélioration de la chimie inspirée du vivant, par exemple. Ça peut être aussi de résoudre des problèmes d'optimisation dans les entreprises. Par exemple, les banques s'intéressent beaucoup à ça. Les banques ont des contraintes de régulation très complexes à régler, des contraintes de gestion de risque. Et il y a des problèmes mathématiques compliqués pour les banques que l'ordinateur quantique sur le papier permettrait de résoudre. Alors, on a souvent tendance à faire une représentation de l'ordinateur de celui qu'on a aujourd'hui avec un traitement de texte, avec un système d'exploitation, etc. Et dans ton vocabulaire, tu parles plutôt d'un supercalculateur. Donc déjà, cette distinction est importante. Et est-ce que c'est pas là aussi où ça crée de la confusion par rapport à... C'est clair, quand tu parles d'ordinateur, ça peut être aussi bien un supercalculateur qu'un téléphone aujourd'hui, voire un robot ou une télévision connectée. Oui, une télé connectée, c'est un ordinateur. Donc, c'est une catégorie particulière d'ordinateur qui est plutôt du côté du data center, plutôt du côté du cloud. C'est une machine qui va être utilisée à distance, a priori, même si dans les usages régaliens, militaires, choses comme ça, on aura peut-être tendance à garder l'ordinateur chez soi. Mais aujourd'hui, dans le domaine du civil, les cas d'usage les plus courants consisteront à accéder aux machines à distance par Internet, quoi. Et ça restera des machines plutôt de grande taille. Une certaine taille, quoi. C'était important néanmoins de revenir sur cette terminologie parce qu'effectivement, quand le grand public entend ordinateur quantique, il a tendance à se projeter. Donc merci pour ça, Thibaut. Juste avant de passer à la suite, tu as évoqué un certain nombre de cas d'usage. Est-ce que tu peux juste nous en donner un peu
concrètement? C'est-à-dire que tu nous as parlé de la finance, tu nous as parlé, disons, de secteur et d'industrie, mais que ce soit dans la finance ou dans la régulation de la circulation, un truc comme ça, est-ce que tu pourrais nous donner juste un petit exemple là moi, je vais donner un exemple qui me semble intéressant parce que l'impact sociétal est important. C'est la capacité à simuler des réactions chimiques ou des molécules. Aujourd'hui, être capable de simuler en 3 dimensions des interactions entre des molécules d'une certaine complexité, c'est inaccessible aujourd'hui. On ne sait pas le faire avec des ordinateurs classiques. Parce que ça nécessite de résoudre des équations elles-mêmes quantiques. L'équation de Schrödinger, elle est compliquée à résoudre mathématiquement. Elle est compliquée à résoudre mathématiquement sur des ordinateurs classiques. Et donc, en rendant ça possible, on ouvre la porte sur la création de nouveaux processus chimiques. Alors, ce qui est souvent mis en avant par les gens qui font la promotion d'ordinateurs quantiques, c'est dire qu'ils vont résoudre des problèmes de climat, capter le CO2, produire de l'énergie plus efficacement. Alors, ça reste des promesses extrêmement lointaines et souvent à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même dans cette direction qu'on essaye d'aller, c'est-à-dire d'être capable de simuler la nature au sens moléculaire et atomique du terme pour inventer de nouveaux procédés. Et il se trouve que les premiers usages du quantique, ça va être d'aider les chercheurs dans la santé, dans l'énergie, dans des domaines qui sont plutôt de la recherche fondamentale, qui après, si ça fonctionne, parce que ça n'est qu'un outil qui ne détermine pas la sortie de l'outil, ça sera des outils qui vont faciliter la vie des chercheurs pour inventer de nouveaux produits, procédés dans tout un tas d'industries diverses et variées. Nouveaux vaccins. Alors les industries qui sont concernées en premier, c'est l'énergie, la santé, et dans les problèmes d'optimisation, c'est la finance, les transports, la logistique, les usines, le manufacturing, l'industrie 4.0. Tout ça, c'est des domaines, des champs d'application potentiels de ces machines-là. Mais je parle bien au futur, c'est pas au présent. Il est temps maintenant de se rafraîchir un petit peu avec Fabienne Billa et sa chronique Patch Tech. C'est le Patch Tech. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sergey Brin, Elon Musk, ces noms sont connus de tous, même de ma mère, et c'est pour dire. Leur ambition et leurs moyens fascinent autant qu'ils nous inquiètent. Alors, Fabienne, dans ce Patch Tech, tu nous proposes un voyage dans leur tête ? La notoriété des leaders des big tech dépasse parfois celle de nos gouvernants. Les créateurs de ces firmes règnent sur les réseaux communautaires et par là même sur notre ordre social. Il faut aussi admettre que l'intérêt des médias pour ces personnes porte autant sur leur fortune démesurée que sur leur psyché. Loin d'avoir la prétention d'analyser le profil psychologique de ces big boss, je vous propose un florilège de réflexions de quelques experts qui abordent leurs traits comportementaux et aussi leurs désirs ou leurs délires. Commençons par Jeff Bezos. Les traits de son visage singulier, très mobile, et leur asymétrie sont éloquents. Rappelons que notre visage comporte 26 muscles pour exprimer nos émotions, nos sentiments ou pensées diverses. Maxence Brulard, expert en morphopsychologie, le décrypte ainsi. Son nez puissant, convexe et saillant s'assimile un peu à un brise-glace. Son intelligence émotionnelle invite à des passions multiples, à provoquer, à ouvrir de nouvelles perspectives, qui poussent le fondateur d'Amazon hors des limites. Il fonctionne par impulsions successives et son intelligence paradoxale pourra passer d'un comportement à un autre sans aucun état d'âme. Christian Chavagneux, docteur en économie, va encore plus loin. Jeff Bezos a toutes les caractéristiques des plus grands escrocs. C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Il est obligé de compenser une douleur d'enfance par une survalorisation de lui-même. Il développe un instinct de prédation qui va lui faire trouver tout ce qu'on ne lui a pas donné. Waouh, sacré personnage. T'en as un autre en stock ? Oui, là je vais faire une digression avec Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google et futurologue américain. Il a créé plusieurs entreprises pionnières dans la tech, mais il ne semble pas animé par l'ambition de bâtir un empire. Lui, sa raison d'être, c'est plutôt le transhumanisme. Il est un grand promoteur de la fusion totale entre l'homme et la machine. C'est lorsque j'ai fait la découverte suivante à son sujet que je me suis penchée sur les aspects psychiques de ces personnalités hors du commun. Le père de Ray Kurzweil est décédé lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Il n'a eu dès lors qu'une obsession, le faire revivre. Depuis, il conserve tous les souvenirs de son père disparu, dans l'espoir de lui redonner vie un jour grâce à l'intelligence artificielle. Il témoigne « J'ai toutes ses factures d'électricité, ses lettres d'amour, ses partitions de musique. » L'idée, à partir de toutes ces informations, est de créer un avatar, voire une copie encore meilleure, de reconcevoir la personnalité de mon papa. Et il s'occupe aussi de lui-même. Ainsi, Ray Kurzweil avale 200 pilules par jour pour retarder son vieillissement.
Parmi ses prédictions sur la durée de vie humaine, nous serions éternels à partir de l'an 2050. Ouais, cela nous emmène vers les aficionados du transhumanisme, Peter Thiel et le rêve de l'homme immortel. En effet, dans les années 90, Peter Thiel était l'élève de René Girard, le Darwin de l'anthropologie, qui a développé la thèse du désir mimétique. Nous sommes tous en imitation permanente, car l'autre qui nous voit désirer va lui-même désirer encore plus ce qu'il voulait initialement. Cofondateur de PayPal avec Elon Musk, dès 2000, Peter Thiel est convaincu que les premiers hommes capables de vivre 1000 ans sont déjà nés. Et il compte bien figurer parmi les élus. Il est ainsi devenu l'une des figures les plus en vue du mouvement transhumaniste. En attendant, l'entrepreneur se bourre d'hormones de croissance et a pris ses dispositions pour se faire cryogéniser. Bon, faut quand même que tu nous parles d'un incontournable qui défraie la chronique, qui a même fait l'objet d'un film. On en parle de Mark Zuckerberg ? Ah, Zuc, son impassible visage qui a néanmoins souvent l'air préoccupé et anxieux. Il est en recherche permanente de reconnaissance, observe David Fincher, le réalisateur de The Social Network. Il a 100 millions d'amis, certes, mais il reste un grand frileux émotionnel et mène un train de vie monastique. Son bébé, Facebook, illustre une utopie sociale, celle d'un espace totalement pacifié. Car Zuckerberg voit l'empereur romain Auguste comme un modèle. Des prises de décision difficiles, mais la construction d'un empire de paix. Il a d'ailleurs prénommé ses enfants Auguste et Maxima. Le conflit et les ennemis n'existent pas sur le réseau social. S'il y a contentieux, l'ami peut être supprimé ou bloqué. Cela donne une certaine idée de son approche relationnelle. Bon, on a fait le tour là ? On n'oublie personne ? Mais si ! Alors, pour conclure, un flash sur Elon Musk. Je suis seulement un incompris. Patron de Tesla, il révèle être atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, mais qui n'est pas d'origine psychologique. Son enfance n'a pour autant pas été facile avec la séparation de ses parents, le harcèlement subi à l'école et son attitude de geek. Musk a beau être un génie qui connaît jusqu'au moindre détail l'intérieur d'une voiture et le moteur d'une fusée, il veut aussi tout contrôler et ne délègue rien. Lorsque la Tesla Model S est sortie de l'atelier, il se couchait sous les voitures pour inspecter les passages de roues. Musk est conscient du caractère anormal de son comportement et il écrit « Je suis par nature un obsessionnel compulsif. Ce qui compte pour moi, c'est de gagner. Ça doit être provoqué par un trou noir psychanalytique ou par un court-circuit neuronal. » Comme quoi, avec lui, tout n'est qu'explication rationnelle et technique. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh bien, après avoir dégusté ce patch tech, je peux vous dire que je suis content d'être dans ma tête et pas dans ceux des géants de la tech. Bon, revenons à nos moutons avec l'ordinateur quantique. On voit qu'il reste encore du chemin à parcourir pour voir le quantique réellement en action. Et au-delà de tous les enjeux techniques, on va aussi s'interroger maintenant sur les grands défis qui restent encore à relever. Alors Olivier, le numérique actuel est régulièrement pointé du doigt pour son empreinte environnementale, en particulier sur la consommation énergétique. Alors, qu'en est-il pour l'ordinateur quantique ? On peut se dire que s'il déploie une puissance encore beaucoup plus forte, il a besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc, comment on va arriver à gérer cette augmentation et toute cette puissance avec le quantique ? Avant de répondre à la question, il faut peut-être donner un peu l'état de l'art d'aujourd'hui. Parce qu'on parle souvent de l'ordinateur quantique au singulier en disant il y en a un. D'abord, il n'y en a pas un. Il y a une grosse demi-douzaine de technologies différentes qui se battent en duel. Il existe déjà des ordinateurs quantiques. C'est-à-dire qu'il existe déjà des ordinateurs qui sont proposés par IBM, par D-Wave au Canada, par Candela ou Pascal en France, qui sont deux startups connues. Et ces machines, elles fonctionnent. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas encore à même d'apporter cette fameuse puissance de calcul exponentielle qu'on évoquait au début. Et pourquoi ? Parce qu'elles ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'elles ont pour l'instant un nombre de qubits opérationnels qui est plutôt faible. Le maximum aujourd'hui, c'est 127 chez IBM. Et deuxièmement, elles ont une autre caractéristique, c'est que les qubits en question ne sont pas parfaits, ils sont bruités, c'est ça le terme qu'on utilise. En gros, ils ont une espèce de rapport signal-bruit qui est mauvais, ils génèrent un taux d'erreur à chaque opération. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, chaque opération sur un qubit d'aujourd'hui, alors ça varie un petit peu selon les technologies, mais c'est autour de 1% d'erreur par opération. Alors imaginez si vous faites 100 opérations à la queue leu sur un truc qui vous génère 1% d'erreur. C'est facile intuitivement de se dire il va y avoir 0% de bons résultats à la sortie. Okay. C'est ça le problème aujourd'hui. Deuxième étape, c'est qu'il y a des développeurs, des gens qui créent des algorithmes, qui essayent de créer des algorithmes qui sont utiles avec des ordinateurs de ce type-là, malgré le bruit qu'ils génèrent. C'est des ordinateurs, en gros, qui vont générer des algorithmes intéressants avec peu d'opérations. Il y a quelques algorithmes qui sont dans ce cadre-là, notamment des algorithmes qu'on appelle les algorithmes hybrides, qui sont appariés avec des algorithmes classiques qui marchent sur une machine classique qui interagit avec l'ordinateur quantique. Pour arriver à créer des ordinateurs quantiques
qu'on appelle scalable en américain, avec capable de faire du calcul à grande échelle, capable de livrer les promesses de la première partie, donc calcul exponentiel, il faut augmenter le nombre de qubits. Mais en augmentant le nombre de qubits, avec du bruit, ça peut pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est de créer des assemblages de qubits qui sont déficients pour en faire des qubits qui marchent mieux. Et ça nécessite d'assembler entre 100 et 10 000 qubits dits physiques pour créer ce qu'ils appellent dans le jargon des qubits logiques, c'est-à-dire des qubits qui, vus de loin, ont un taux d'erreur qui est acceptable par les algorithmes. Alors, si vous donnez comme référence, par exemple, l'ordinateur quantique d'IBM ou celui de Google, qui consomme entre 25 et 35 kilowatts, avec entre 50 et 100 qubits, et que vous dites, ah, mais si je veux obtenir 50 à 100 qubits utiles, je suis obligé de multiplier par 1000 à 10 000 le truc, vous dites que ça risque de partir en sucette quand même, parce que vous allez retrouver avec une consommation d'énergie qui est de l'ordre de la centrale nucléaire. Donc c'est un problème. On va peut-être pas mettre une centrale nucléaire derrière chaque ordinateur. On peut pas mettre une centrale nucléaire derrière n'importe quel ordinateur, même si on a qu'un sur Terre, ça n'a aucun sens. Donc en gros, la question qui est posée, c'est comment faire en sorte que lorsqu'on va atteindre des régimes de puissance qui permettront de faire quelque chose d'utile avec ces machines-là, comment faire en sorte que la consommation d'énergie soit raisonnable. Alors là, j'ai pris l'exemple le pire. J'ai pris les technologies d'aujourd'hui, avec la consommation d'aujourd'hui des cryostats, de l'électronique de contrôle, des caractéristiques des qubits, qui font que, effectivement, ça serait une centrale nucléaire si on faisait rien. Donc, j'ai co-lancé avec mes amis chercheurs de Grenoble et Singapour et de Suède. Maintenant, on a aussi rejoint par la Suède. Donc, Alexia Ofev qui a été cité, Rob Whitney et puis aussi Janine Spets-Spolser, qui est basée donc en Suède. Et on a lancé une initiative qui vise à rassembler les efforts des chercheurs d'un côté et des entreprises de l'autre pour faire en sorte qu'on traite cette question-là pour aboutir dans un futur plutôt lointain à des ordinateurs qui, eux, seraient plus raisonnables en termes de consommation énergétique et qui apporteraient carrément un avantage énergétique par rapport aux ordinateurs d'aujourd'hui. Mais on n'y est pas encore, ouais. Mais c'est un travail. Ouais, c'est encore au stade de la recherche là-dessus. C'est beaucoup de travail. Et d'ailleurs, il y a des différences de ce point de vue-là entre les catégories d'ordinateurs quantiques. Par exemple, il n'est pas impossible que les ordinateurs quantiques de type photon, comme chez Candela, ou à base d'atomes, comme chez Pascal, apportent un avantage énergétique peut-être plus rapidement. Et ça, c'est ce qu'on veut vérifier dans le cadre de cette initiative. C'est vrai qu'on voit qu'il reste encore des choses à faire, mais c'est la question qu'on peut tous se poser et qu'on a vu un peu dans tous les fantasmes, c'est est-ce que l'ordinateur quantique serait capable de casser Internet? Alors, si tu veux ma réponse franche et directe, la réponse est non, et c'est pas près d'arriver. Alors, pourquoi tout le monde le croit? C'est lié au fait qu'un chercheur américain qui s'appelle Peter Shor a inventé un algorithme en 1994, donc il y a 28 ans, qui s'appelle l'algorithme de factorisation de Shor, de nombres entiers. Et c'est un algorithme qui a une caractéristique, c'est que sa performance augmente de manière exponentielle avec le nombre de qubits, suivant la promesse du calcul quantique. Et il permettrait, sur le papier, de casser les clés de sécurité de ce qu'on appelle la cryptographie à clé publique, ce qu'on appelle les PKI dans le jargon de la cyber, donc qui sont à la base de toute la sécurité d'Internet aujourd'hui. Donc la sécurité, en gros, de l'Internet grand public. Et donc cet Internet-là, et la blockchain d'ailleurs, et le Bitcoin seraient menacés potentiellement par cet algorithme-là. Bon, le petit détail, c'est que pour faire tourner cet algorithme, il faut des machines qui n'existent pas encore, qui sont pas près d'exister, qui nécessiterait à minimum 22 millions de qubits, qui seraient 10 fois meilleurs que les meilleurs qu'on a aujourd'hui. Quelques centrales nucléaires. Au passage, voilà. Donc, en fait, on en est extrêmement loin, mais tout le monde en a peur, et le principe de précaution s'appliquant, tout le monde se dit, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger contre ce truc? Et il y a d'ailleurs des solutions pour se protéger contre ce truc qui n'existe pas encore. Alors, j'ai une métaphore pour décrire ça, c'est qu'en gros, si on prend l'histoire de l'atome, on a eu d'abord la bombe atomique en 1945, et puis après, dans les années 50-60, on a vu apparaître les centrales nucléaires avec des usages civils. Le quantique, c'est le monde à l'envers. On aura d'abord les usages civils, avant, hypothétiquement, à très long terme, qu'on ait un usage, on va dire, militaire, au sens casser Internet, avec du hacking. Mais cet usage-là, de toute façon, sera obsolète le jour où il arrivera, parce qu'il n'est pas prêt d'arriver avant 20 ans, dans le meilleur des cas, et dans les 5 à 10 ans qui viennent, on aura déployé l'antidote. Il y a des antidotes qui existent en cybersécurité qui permettent de se protéger contre cette menace très lointaine. Donc en fait, il n'y aura pas de bombe atomique.
pour faire simple. En matière d'éthique, il y a quand même une question qui dépasse, je dirais, les cas d'usage. On a bien compris, d'une part, qu'il n'y aurait pas de grand soir, il n'y a pas l'ordinateur quantique qui va arriver du jour au lendemain, et puis deuxièmement, les usages civils se précéderont les usages éventuellement malveillants ou militaires, les deux pouvant être d'ailleurs parfois liés. Mais il y a quand même une question plus globale qui est de se demander si l'homme va pouvoir maîtriser, contrôler ces états intriqués d'un trop grand nombre demain d'objets quantiques. Dit autrement, maîtriser la matière. On sait à quel point l'homme est poussé par un désir démiurgique de se rendre possesseur et maître de la nature et du vivant. Est-ce que là, il n'y a pas un vrai sujet éthique dans la mesure où on touche comme tu le disais, à l'atome et donc, in fine, avec le quantique, potentiellement au vivant. Avant d'être éthique, il est scientifique. C'est-à-dire que c'est une vraie question que tu poses là. On ne sait pas dire si on va y arriver. Aujourd'hui, je connais plein de physiciens qui t'expliquent par A plus B qu'on n'y arrivera jamais. Parce qu'effectivement, on ne peut pas contrôler des états intriqués de grande taille. Ça génère trop de bruit, trop d'imperfections. Et malgré les codes de correction d'erreur et toutes les astuces d'ingénierie que certains imaginent, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est un débat. Et toi, t'en penses c'est quoi ? Un débat moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je connais très bien les argumentaires de ceux qui sont optimistes. Je connais bien les argumentaires de ceux qui sont pessimistes. Je suis un peu entre les deux. Disons que j'ai toujours un peu d'espoir que l'ingéniosité humaine fonctionne bien et permette de contourner les obstacles des pessimistes. Jusqu'à présent, les pessimistes, en gros, ils ont eu raison à un tiers et tort à deux tiers. C'est-à-dire qu'en gros, les pessimistes d'il y a 20 ans sont déjà surpris de ce qu'on a pu obtenir comme résultat relativement récemment. Mais ça ne veut pas dire que leur pessimisme est infondé. Donc, en fait, le quantique, c'est un domaine où il faut savoir dire je ne sais pas. Il faut savoir dire je ne peux pas prédire. Tu es un peu l'agnostique. Tu es un peu l'agnostique du quantique, on pourrait dire, Olivier. Il faut être agnostique, c'est-à-dire qu'il faut être curieux. Il faut essayer de comprendre. C'est un domaine scientifique qui est très compliqué. Moi, je n'arrête pas d'essayer d'apprendre et de comprendre, et je suis toujours aux limites de ma compréhension dans ce monde scientifique très très ardu. Mais c'est un monde où il faut accepter d'avoir des interrogations, un monde où il faut accepter de ne pas tout comprendre. La métaphore que je peux vous donner, c'est Alain Aspect, que je connais bien, qui a eu le prix Nobel. C'est quand même lui qui a validé par une expérience le principe même de l'existence de l'intrication et de sa mesure. Et quand il présente ça, il dit « je ne sais pas expliquer ». Il sait montrer par l'expérience avec des calculs mathématiques qu'il y a de l'intrication, mais il ne sait pas expliquer le phénomène physique qui est sous-jacent. Et donc, il y a toujours une acceptation de l'inconnu. Et par certains côtés, la physique quantique et les technologies quantiques te ramènent à ta condition d'humain et te ramènent aux limites de la connaissance. On est sans arrêt aux limites de la connaissance. D'ailleurs, on est même aux limites du calcul, parce que quand bien même un ordinateur quantique scalable fonctionnerait dans 20 ans, il y aura toujours des tonnes et des tonnes de problèmes mathématiques que l'homme ne pourra pas résoudre avec des ordinateurs, même avec un ordinateur quantique scalable. Donc ça nous ramène à notre condition d'homo sapiens et des limites de l'homo sapiens. Donc c'est un petit peu comme dans l'extrait qu'on a utilisé dans l'intro. À la fin, même si on demande l'origine de la vie et de tout le reste à l'ordinateur quantique, il nous répondra peut-être la réponse, c'est 42. 42. Alors la réponse en quantique, c'est pas 42, c'est 137. C'est le nombre de qubits maximum qu'on a réussi à aligner pour l'instant, c'est ça ? Non, même pas. Non, c'est une constante alpha qu'on utilise dans plein d'endroits dans la physique quantique. Tu peux aussi répondre H-bar. Ah, ça fait plus classe, ça. Bizarre, mais c'est pas à la H-bar, mais c'est H-bar, c'est la constante de Planck, en fait. Ok, top. Bon, écoute, ça nous a... C'est très utilisé dans les entreprises, la constante de Planck, parce que quand tu l'écris P-A-L-A-N-Q-E, elle est très universellement utilisée. Oh, celle-là, on la garde. Merci, Olivier, pour à la fois ce moment d'humilité et puis un petit peu d'humour qui ne fait pas de mal. En parlant d'humour, on va maintenant retrouver Laurent Guérin pour son moment d'égarement. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Laurent, toi qui es un peu ce que Robin des Bois fut à la rapine, le défenseur des petits porteurs, tu nous apprends aujourd'hui, ou de la lie, que même dans le Web3, nos placements que l'on croyait protégés comme jamais, sont aussi vulnérables que dans la forêt de Sherwood. Et oui, en 2021, les pirates électroniques et autres scammers ont raflé 15 milliards de dollars sur les différentes blockchains. Récemment, 5 jeunes Français ont été mis en examen pour avoir dérobé des jetons non fongibles, les fameux NFT, pour une valeur de 2,5 millions de dollars. Alors, inviolable le Web3, mon œil. En effet, rien ne déroge à la malhonnêteté des êtres humains. C'est comme ça. La.
De tout temps, les gangsters ont existé, à l'Antiquité comme au Moyen-Âge, du temps de la ruée vers l'or en passant par l'âge d'or des braqueurs de banque. Les Jack Mesrine et Clyde Barrow, Bonnie Parker, Jesse James, Jerome Kerviel ou Saddam Hussein nous ont dépouillés. Saddam ayant même réussi le tour de force de siphonner la banque centrale de son propre pays en faisant charger $1 milliard dans des camions, 22 tonnes de billets de banque. C'est pas super discret. Moins que des NFT, c'est sûr. L'époque de la ruée vers l'or au milieu du 19e siècle est largement documentée dans les films de la moitié du 20e. On y vivait dans le Far West, une frontière hostile et peu peuplée, et ça je vous l'ai pas déjà dit, dans un état d'anarchie quasi totale, patrouillé par des hors-la-loi, des shérifs et de nombreux autres flingueurs de tous acabits. À tester pour ton samedi après-midi. Au XXe siècle, les hors-la-loi deviennent des gangsters, se procurent des bagnoles et pratiquent le hold-up. Albert Spaggiari, Tony Musilin ou Jacques Mesrine, bien sûr, figurent parmi les champions français de la discipline. John Dillinger, Bonnie Parker et Clyde Barrow trônent au sommet des légendes chez les Américains. Dans une mise en abîme digne d'Agatha Christie, des kidams sans scrupules exposèrent à travers tout le pays des faux modèles de Ford d'or 1934 décorés de trous de balles, censés être la carcasse du véhicule original dans lequel le couple le plus célèbre de criminels fut assassiné, mitraillé par le FBI. Là où il y a du profit, il y a de la fraude, dira plus tard Brian Grimm, un directeur de musée automobile. Oui, là c'est moins violent. On passe au chapitre arnaque dans l'abécédaire du vol. Oui, mais j'y reviendrai. Pour le moment, détends-toi et laisse-toi guider dans ma fresque rocambolesque du banditisme. Dans le Los Angeles des années 1990, le vol est tellement courant qu'il nous vaut une scène d'anthologie dans le film LA Story. D'un côté du distributeur de billets, une longue file de citoyens ordinaires qui viennent retirer du cash. De l'autre côté, une queue de braqueurs à main armée qui les détrousse immédiatement. « Salut, je suis Bob, ton voleur », dit le type à casquette de pirate. « Salut, ça va ?» lui répond Steve Martin en lui tendant naturellement ses bifetons. « Merci beaucoup », répond Casquette en s'éloignant et en rangeant son flingue. « C'est monnaie courante, si tu me permets l'expression. » Et nous voilà rendus en 2021. Les pirates, avec ou sans casquette, du Web3 ont donc détourné 15 milliards de dollars. Comment expliquer ça alors qu'on nous parle de la blockchain comme une révolution, une technologie inviolable, décentralisée et transparente, hein ? Bah oui, là, ça m'échappe. J'ai lu sur le site de la prestigieuse Gazette Drouot qu'un NFT est, je cite, un identifiant numérique unique et non modifiable, c'est-à-dire l'équivalent d'un certificat d'identité considéré comme inviolable. Peut-être, mais tu oublies une chose, assez haut dans le classement des facteurs qui facilitent le vol dans un contexte inviolable, je te présente la naïveté humaine, également appelée la connerie, et ce n'est pas un phénomène nouveau. J'en veux pour preuve l'histoire de Poyet, un petit pays truffé d'or et de ressources naturelles, dont les parcelles se sont vendues à des prix délirants dans l'Écosse du 19e siècle. Connais pas. Normal, Poyet n'a jamais existé, sinon dans l'imagination fertile de Gregor MacGregor qui ruina et poussa au suicide de nombreux innocents. Le gars avait créé une fausse monnaie et commercialisait son faux territoire en se faisant passer pour Son Altesse Grégor Cacique de Poyet, rien que ça. Son butin a été évalué à un équivalent de 4 milliards de dollars contemporains. À lui tout seul, il a retourné l'Écosse. C'est donc bien la cupidité des victimes qui participent au succès des arnaqueurs, au 19e siècle comme au 21e siècle. C'est un miroir aux alouettes qui te fait baisser la garde. Nos 5 bandits imberbes, récemment arrêtés par la police, avaient appliqué cette technique. Ils promettaient aux détenteurs de NFT une amélioration de leurs biens, gratos. Mais pour ça, il fallait que les victimes se rendent sur un site internet et fournissent l'accès à leur NFT. Et elles l'ont fait. Et ouais. Là où il y a du profit, il y a de la fraude, je le rappelle. Les autres facteurs aggravants, ce sont l'informatique et l'Internet. Les NFT, les crypto-monnaies, la blockchain, les smart contracts, tout ça, c'est du code informatique. Et très récent qui plus est. Et le code, ça comporte des failles. Qui dit faille dit fuite. Qui dit fuite dit couche confiance. En l'occurrence, pas de couche confiance pour ton smart contract ou ton protocole informatique qui se retrouve hacké, piraté, détroussé. Et soudain, les millions digitaux coulent à flot chez les flibustiers habiles. Je suis Bob, ton voleur. La bourse digitale ou la vie? Bref, tant qu'il y aura des crédules, des ordinateurs et des communications, les arnaques subsisteront. Et si tu trouves que 15 milliards dérobés dans le Web3, c'est beaucoup, sache que les fraudes à la carte de crédit ont rapporté 28 milliards de dollars aux escrocs en 2020. Et qui c'est qui paye? C'est toujours les consommateurs évidemment. Allez, on se quitte bons amis Bonnie en se disant qu'il n'y a pas d'idéaux, Barrow, tu vois. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un wallet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bon, eh bien, voilà